Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Il est 22h37. Vous avez dîné il y a 2 heures, et pourtant cette envie revient. Silencieuse, insistante, comme un automatisme, comme une urgence floue. Alors vous ouvrez le placard, vous refermez, vous hésitez, vous craquez et juste après, vous culpabilisez. Si vous êtes déjà retrouvé là, sachez une chose. Ce que vous vivez n'est pas de la faiblesse. C'est pas un manque de volonté. C'est un langage, un appel, un besoin qui cherche à s'exprimer autrement. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Dans cet épisode, j'ai imaginé que vous m'appeliez, que vous laissiez vos doutes, vos ras-le-bol, vos « mais je comprends pas » sur mon répondeur. Et que je vous réponde sans détour, sans jugement, vous commencez à me connaître, avec des mots que moi, j'aurais aimé entendre aussi à une époque. On va parler de faim, de celle qui serre le ventre, de celle qui serre le cœur. On va parler honte, vide, règles invisibles, de cette paix qu'on croit inaccessible. Et surtout, on va parler de vous, de ce lien si intime, si puissant entre ce que vous mangez et ce que vous ressentez. Bienvenue dans le répondeur de l'alimentation émotionnelle. Prenez une grande inspiration, on y va. Première question, pourquoi j'ai envie de manger alors que je n'ai pas faim ? Je suis à peu près sûre que cette question, vous avez déjà dû vous la poser. C'est une question que moi j'entends souvent, qu'on me pose souvent et à laquelle on s'attend inconsciemment à une réponse simple, alors que clairement, il n'y en a pas. On nous a appris à croire que manger, c'est répondre à un besoin qui est purement d'ordre physiologique. C'est finalement une histoire de ventre vide, de glycémie, de carburant, de calories. Et bien sûr, voilà, c'est vrai, mais c'est terriblement réducteur. Manger, c'est pas que ça. Manger, c'est aussi un acte émotionnel, un acte relationnel, symbolique, hédoniste, donc qui appelle au plaisir. C'est aussi du lien, c'est une mémoire, souvenez-vous de la Madeleine de Proust. C'est une pause, une manière de marquer le passage, d'ancrer une journée, de célébrer un moment, ou bien parfois même de combler un vide, et on va en parler. On peut manger pour se calmer, on peut manger pour ne pas pleurer, pour s'offrir du réconfort. Et parfois, on mange juste parce que c'est bon. Et tout ça, c'est OK. Alors la bonne question, à mon sens, c'est pas pourquoi j'ai envie de manger sans avoir faim, et j'entends la faim physiologique, mais plutôt de quoi j'ai faim là vraiment. Et cette question, eh bien, elle ouvre un champ d'exploration qui est bien plus vaste et qui est intime. Elle nous oblige, elle nous invite à descendre sous le symptôme pour écouter ce qui se joue vraiment. À ce moment-là, quelle faim est présente ? Est-ce que c'est la faim physiologique, émotionnelle, hédonique ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Parce que nous avons forcément faim de quelque chose. Et comprendre cette complexité, c'est déjà amorcer un changement de regard, de posture. Et comprendre de quoi vous avez vraiment faim, eh bien c'est tout l'enjeu de comprendre votre langage alimentaire. Et c'est tout l'enjeu de ce podcast et de ce que je vous propose. Alors plutôt que de se poser cette question, pourquoi j'ai envie de manger alors que je n'ai pas faim, prenez plutôt le pas de vous dire de quoi j'ai vraiment faim. Deuxième question. Est-ce que c'est grave de manger pour répondre à une émotion ?
Alors cette question, je l'ai un petit peu abordée dans l'épisode qui était justement dédié aux émotions et que je vous invite sincèrement à aller écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Manger pour se faire du bien, clairement, c'est pas un crime, c'est normal. Je le dis et je le redis, l'alimentation émotionnelle peut être une bonne béquille à certains moments, quand on a la chance de pouvoir manger à sa faim, de vivre dans un environnement où la nourriture est à disposition. On le fait toutes et tous à partir du moment, encore une fois, où on a la possibilité, d'avoir, de la nourriture à portée de main. Et c'est même une stratégie d'adaptation qui est tout à fait valable et tout à fait louable. Moi, à titre d'exemple, si je suis fatiguée, si j'ai besoin de réconfort, de soutien, je sais pas, j'en peux plus de mes enfants parce qu'ils arrêtent pas de crier, on n'a pas dormi de la nuit, et ben je vais manger du chocolat. Voilà, pour moi c'est soutenant et c'est la bonne réponse dans la mesure où ce chocolat, il m'apporte du plaisir et du coup il remplit sa fonction. Donc parfois oui, manger peut être la bonne réponse et c'est pas du tout un problème, et c'est pas du tout grave de manger pour répondre à une émotion. Mais ça peut le devenir quand c'est la seule réponse, quand c'est systématique et quand ça engendre de la culpabilité, de la honte, du mal-être pendant qu'on mange ou après avoir mangé ou même juste l'idée de manger pour répondre à une émotion nous génère, de la culpabilité, un certain mal-être et c'est là que c'est intéressant d'aller voir plus loin. Pas pour supprimer ce réflexe, mais pour l'enrichir, pour avoir plus d'options, pour avoir le choix et pour garder sa liberté et son libre arbitre. Et quand je vous dis pour enrichir finalement ce réflexe, pour aller plus loin, pour avoir plus d'options, il s'agit pas de se dire ah je me sens pas bien, plutôt que de manger du chocolat, je vais aller faire 3 fois le tour du pâté de maison. Ça ne fonctionne pas. Hein, je le redis ici, c'est juste mettre un pansement sur une plaie ouverte. Ça peut marcher une fois ou deux, mais c'est bien le maximum. C'est comme vous avez faim, écoutez, buvez un verre d'eau. C'est des conseils qui sont peut-être dictés avec beaucoup d'empathie, mais ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'aller sauter à pieds joints dans notre langage alimentaire et dans ce qui se passe pour nous, pour avoir le choix, savoir si à ce moment-là, manger du chocolat est la bonne réponse et soutenant pour moi ou si ça ne l'est pas. Troisième question. Pourquoi je ressens autant de honte après avoir trop mangé? Eh bien parce que la honte, j'en ai déjà un peu parlé dans un épisode précédent, c'est une émotion qui parle de la valeur personnelle. On dit pas j'ai fait quelque chose de mal, elle dit je suis une mauvaise personne. Et c'est extrêmement difficile à appréhender, à ressentir. La honte, elle parle de nous. Et elle se matérialise souvent par des termes qui sont je suis nulle, je suis incapable. Et là, en fait, je suis politiquement correcte parce que moi, ce que j'entends en séance quand les langues sont déliées, c'est je suis qu'une merde. Je suis bon, je suis bonne à rien. Et la honte, elle pousse aussi à manger en cachette, en secret, jamais au regard des autres. Elle pousse à remplacer la nourriture mangée pour ne pas être démasquée. Et cette honte, eh bien, en fait, elle va se déclencher quand le comportement qu'on a eu n'est pas en adéquation avec une règle préétablie qui est dans notre système de croyance. Elle arrive quand on a enfreint une règle qu'on avait adoptée et qu'on passe du coup dans le mal, dans le côté obscur de la force. Je vous donne un exemple pour concrétiser ce que j'exprime. Si ma règle, c'est de ne pas manger de gâteau pour rester mince, par exemple, parce que je suis au régime, parce que les gâteaux sont ceux des enfants et que j'ai pas le droit d'y toucher, si je mange, je respecte pas ma règle. Je ressens de la culpabilité et possiblement de la honte. Et ce sentiment de honte, il va être renforcé si l'estime qu'on a de soi est basse. Donc à ce moment-là, je me dis, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je suis qu'une merde. Voilà, là, mes propos sont assez forts, hein, mais ça peut être des propos qui sont teintés d'un petit peu plus de légèreté, même si la honte n'est bien évidemment pas légère à porter. Et cette honte, elle est empreinte des discours sur le contrôle, sur la minceur, la volonté, les discours qui sont ambiants que vous devez forcément connaître et qui nous ont été martelés dès l'enfance. Elle vient des injonctions sociales, elle vient des fois où on a été jugé, où on s'est senti jugé, où on s'est senti humilié.
Et c'est finalement pas votre comportement qui est problématique à ce moment-là, c'est le regard que vous portez dessus et celui que la société y a plaqué. Alors la piste pour sortir de la honte, puisque la honte, je l'ai dit, est extrêmement lourde à porter, que vous l'ayez déjà ressenti vis-à-vis de l'alimentation ou dans d'autres circonstances, vous voyez forcément de quoi je parle. La honte, elle apporte une souffrance qui est importante. Et comment s'en sortir? Eh bien, le premier pas vient du fait d'en parler, de libérer la parole. Alors, je sais que c'est difficile comme ça de prime abord, mais croyez-moi, c'est libérateur. Parlez de votre honte, de ce que vous ressentez. La honte, elle est tellement lourde à porter. Alors plutôt que de vous flageller, d'essayer de vous racheter en vous disant demain je vais aller courir 10 km, je vais aller manger une journée de salade verte, je vais me faire une monodiète, eh bien choisissez de briser le tabou. Parlez-en à des personnes qui vont être dignes de confiance, qui sauront accueillir ce que vous avez à dire, qui vont savoir l'accueillir avec compassion. Et peut-être que cette oreille, eh bien, ce sera un bon thérapeute, un ou une amie, une personne de votre famille. Peut-être que ce sera un cercle de parole. La deuxième piste que je peux vous proposer, c'est d'assouplir vos règles, d'assouplir votre cadre alimentaire pour qu'il devienne flexible. C'est impératif lorsqu'on parle d'alimentation émotionnelle, lorsqu'on parle de troubles alimentaires et lorsqu'on parle de sentiments de honte. Il s'agit que ce cadre alimentaire flexible soit un juste milieu entre la raison et l'envie. Et vous pouvez cheminer avec cette question, soit seul, soit en thérapie, mais c'est une étape qui est cruciale, je le redis, pour sortir également de ce cercle vicieux de la honte. Troisième piste que vous pouvez aller explorer, c'est la vision que vous avez de vous-même. Qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos réussites? Et oui, il y en a forcément plein. Et pas à pas, il s'agit de redorer votre confiance, la confiance que vous avez en vous pour apprendre à vous traiter avec plus de compassion, avec plus d'empathie, de vous comporter avec vous-même finalement comme vous le faites avec vos proches. Et tout ça, c'est possible. Quatrième question, est-ce que c'est possible d'être en paix avec la nourriture un jour? Cette question, j'entends souvent. La réponse que je vais vous donner aujourd'hui, c'est oui. Oui, c'est possible. Alors certains vous diront qu'on restera toujours vigilant, qu'on aura toujours un point d'attention comme une personne qui a été addicte à l'alcool, et j'ai d'ailleurs longtemps pensé également que c'était le cas. Et c'est sûrement le cas pour certaines personnes, mais il me semble que c'est une étape qui peut amener à une réelle paix, à un non-sujet avec la nourriture. C'est possible de se sortir complètement de l'alimentation émotionnelle, d'être en paix un jour avec la nourriture. C'est possible et c'est long. Sortir de l'alimentation émotionnelle et des troubles alimentaires, là pour le coup, ça peut être rapide. On peut parler de 6 mois, on peut parler de 1 an, mais faire la paix avec la nourriture, faire la paix avec son corps peut prendre des années. On se débarrasse petit à petit des résidus, des habitudes passées, et c'est ça qui peut prendre du temps à germer. Si vous vous trouvez dans cette période, honnêtement, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour aller jusqu'au bout de ce nouvel équilibre où finalement on arrête de se battre contre soi-même et où la nourriture reprend sa juste place. Et je vais illustrer mon propos avec mon histoire personnelle. J'en parle pas énormément, mais vous le savez peut-être, j'ai souffert de ma relation à l'alimentation. J'ai souffert de troubles alimentaires, d'alimentation émotionnelle et de tous ces petits résidus des troubles alimentaires, d'une relation à l'alimentation qui était déséquilibrée et souffrante. Et j'ai pensé pendant longtemps que je resterais toujours vigilante, notamment dans des périodes difficiles. Alors ça peut être des périodes de grande fatigue, de maladie, de bouleversement, puisque je me disais que l'alimentation pouvait, enfin en tout cas mon ancien rapport à l'alimentation pouvait revenir au galop. Et il se trouve que pas du tout. Là, je viens de vivre depuis 3 ans une période assez difficile. J'ai des enfants qui sont tout petits, en bas âge, et qui ne sont pas des gros dormeurs, voire qui ont une grande résistance au sommeil. J'ai passé des nuits, j'ai enchaîné des nuits à dormir quelques heures, et je n'exagère pas.
Jusqu'à un moment donné où je ne savais même plus dormir. Quand un de mes enfants me réveillait, j'étais incapable de me rendormir et j'ai enchaîné des nuits à 2-3 heures et j'ai dû continuer ma vie d'entrepreneur, ma vie de mère, ma vie voilà, avec toutes les casquettes que j'ai choisies et ça a été extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé des périodes d'extrême fatigue, mais c'est vraiment compliqué. Est-ce que la nourriture est venue me soutenir à ce moment-là? Oui, je peux vous dire que j'ai mangé beaucoup de chocolat. Est-ce que j'ai su m'arrêter au bon moment? Oui. Est-ce que je suis retombée dans des travers que j'avais connus il y a des années? Non, à aucun moment. À aucun moment j'ai mangé plus que de raison. J'ai toujours su m'arrêter sans aucun effort. L'alimentation a été pour moi soutenante, mais n'a pas généré de souffrance supplémentaire. Donc je peux le dire aujourd'hui, j'en suis finalement l'exemple vivant. Il est possible d'être vraiment en paix un jour avec la nourriture. Mais ça prend du temps. Pour cela, je vous recommande sincèrement de vous faire accompagner. Et là, je parle de mon cas. Nous sommes toutes et tous uniques. Cinquième question. Pourquoi j'ai peur de ressentir mes émotions? Eh bien, c'est normal. Parce que les émotions, ça remue, ça déborde. Et si on n'a jamais appris à les accueillir, eh ben, les traverser, ça peut faire vraiment peur. Et c'est normal qu'on ait peur, parce que les émotions, elles sont retranscrites par des ressentis physiques qui sont bel et bien réels. Et tout ça, ça peut vraiment sembler vertigineux, parce qu'on les maîtrise pas, ils dépassent notre raison. C'est quelque chose qui nous traverse sans qu'on ait voix au chapitre. Et dans beaucoup de parcours, eh bien, on a été conditionné à fuir cet inconfort émotionnel, cet inconfort qui lui incombe. Et on a été habitué à le cacher, à le nier, à le compenser. Alors par la nourriture parfois, mais aussi par le sport, par la surcharge dans nos emplois du temps, par l'hyperactivité, par l'alcool, par la drogue. On est hyper créatif et hyper inventif pour justement compenser cet inconfort lié aux émotions qui nous traversent. Mais qu'on se le redise, et d'ailleurs je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur les émotions, une émotion, ce n'est pas un danger. C'est un mouvement de vie qui est naturel et souhaitable, qui a un message à nous délivrer. Et apprendre à apprivoiser ses émotions, eh bien c'est un art, c'est une compétence et c'est un magnifique terrain d'exploration. Et pas à pas, on peut y aller. Il n'y a pas de bon élève ici dans ce podcast, il n'y a que des humains en chemin. Vous êtes des humains en chemin. Et à ce niveau-là, on est toute notre vie en chemin. Et si vous souhaitez explorer le sujet, allez écouter, donc je vous le disais, l'épisode 2 de ce podcast où j'approfondis ce thème des émotions en lien avec l'alimentation. Et j'en profite pour vous remercier parce que vous m'avez fait d'excellents retours dessus. Alors surtout, ne le manquez pas. Et d'ailleurs, si vous avez aussi envie de m'encourager et de me soutenir dans ce projet de podcast qui est actuellement dans vos oreilles, notez-le s'il vous plaît sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez le faire sur Spotify, sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser des commentaires. Alors là, c'est le Graal si vous pouvez faire ça. Et envoyez-le à des personnes qui pourraient être intéressées, partagez-le. C'est votre collaboration qui va me permettre de rendre cette belle aventure pérenne. Alors d'avance, merci. Sixième question que j'entends très très souvent, que vous avez dû déjà vous poser. Pourquoi je mange quand je me sens vide à l'intérieur? Eh bien parce que manger, basiquement, ça remplit. Au moins un peu et au moins temporairement. Alors ce vide, il a plein de natures différentes, il est différent pour chaque individu et il est souvent émotionnel. Il peut venir d'un manque de sens, d'un besoin d'amour, d'un manque de lien social, d'un vide affectif, d'un besoin d'exister, un vertige face au rien et à l'ennui. Il y a vraiment autant de traductions que d'histoires de vie. Et dans un monde qui va très vite, qui exige beaucoup, où on est toujours occupé, où on n'est jamais face à soi-même, accueillir le vide, accueillir l'inconnu est extrêmement perturbant. Et c'est vrai peut-être qu'en m'écoutant, ça tilte. On n'est jamais, rarement, face à soi-même. Et dès que c'est le cas, quand on attend, je sais pas, le bus, le métro, qu'on attend à la caisse d'un supermarché, qu'on est 5 minutes assis sur le canapé,
on attrape cet objet devenu le prolongement de nous-mêmes que j'ai nommé le smartphone. C'est tout, sauf un téléphone. Et on regarde tout à ce moment-là, sauf notre intériorité et le vide par lequel peut passer la vie, par lequel circule la vie. Et quand ce vide nous assaille, eh bien, on mange. C'est commun, c'est humain. Et si ce comportement vous gêne, allez débusquer ce qui se cache derrière cette potentielle peur d'accueillir le vide. Ce vide, pour vous, que représente-t-il? Que signifie-t-il? Je vous laisse cheminer avec cette question. 7e question. Est-ce que je peux vraiment me libérer de ce cycle sans faire de régime? Un grand oui. Et c'est même la seule voie durable. Le régime, je répète encore une fois ici et je le dirai, je le redirai, est un leurre. Il donne l'illusion du contrôle et il renforce la perte de lien avec soi. Les régimes produisent des effets qui sont contraires à ce qu'ils promettent. 98% des régimes échouent. Gardez ce chiffre en tête. Les régimes font perdre du poids quand on les pratique. Ça dure 1 semaine, 1 mois, 1 an. Mais sans creuser ce qui nous a poussé à nous diriger vers un régime, on reprend ses anciennes habitudes, on reprend du poids et bien souvent plus que ce qu'on a perdu. On recommence et la courbe augmente en même temps que notre estime personnelle, elle, dégringole. Si vous n'avez jamais fait cette expérience, si vous n'avez jamais fait de régime, grand bien vous fasse. Vous pouvez être fier de vous et d'avoir résisté jusqu'ici à cette injonction, à ce discours ambiant de la société. Et si vous êtes dans cette spirale et que vous êtes tombé dans le panneau, comme moi aussi j'ai pu le faire, il est temps d'arrêter. Et je sais, c'est difficile. Mais il est temps de prendre une autre voie parce que tous vos régimes, jusqu'à maintenant, n'ont pas fonctionné. Il n'y a pas de raison que demain ça fonctionne. Et vous en êtes capable, vous êtes capable de prendre une autre direction. Car oui, qu'on se le dise, encore une fois, les régimes ne fonctionnent pas. Les régimes font prendre du poids, les régimes font grossir. Et ils enrichissent une industrie qui fabrique du mal-être pour prospérer. La liberté, elle ne se trouve pas dans un programme qu'on va vous donner. Elle se construit dans une reconnexion. Une reconnexion et parfois même une découverte de vos besoins, de votre corps, de vos émotions, une découverte de vous-même. L'alimentation, c'est votre langage. Il s'agit de le décoder pour trouver votre meilleure façon de manger. Et cette voie, elle n'est pas antinomique avec le fait de vouloir mincir, de vouloir perdre du poids. Bien au contraire, plus vous allez vous reconnecter à vous-même, plus vous allez étayer vos connaissances, plus vous allez vous forger des convictions, plus vous allez vous diriger vers ce qu'on pourrait appeler votre poids d'équilibre, le poids qui vous convient, le poids qui vous correspond à votre style de vie, à votre âge, à votre morphologie, le poids dans lequel vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Et aujourd'hui, pour vous aider, on connaît scientifiquement les grandes lignes d'une alimentation adaptée aux besoins des êtres humains sédentaires que nous sommes. Et nous pouvons nous appuyer justement sur ces connaissances pour dessiner notre meilleure façon de manger, en fonction de qui nous sommes, de nos valeurs, de nos besoins, de nos convictions et surtout de ce que nous aimons, puisque l'alimentation est avant tout du plaisir. Et il est là le meilleur régime de votre vie. C'est un chemin de réappropriation, de déconstruction et d'émancipation. 8e question, comment s'y retrouver dans la cacophonie alimentaire actuelle? Alors cette cacophonie alimentaire actuelle, je sais pas vous, mais moi, elle commence à me casser les oreilles. C'est cette sensation que tout le monde crie plus fort. Tout le monde crie plus fort les uns que les autres pour nous dire ce qu'on devrait manger, ce qu'on devrait pas manger, comment, quand, dans quelle posture, en mastiquant combien de fois. D'ailleurs, spoiler alerte, là pour le coup, je le fais, c'est une dizaine de fois la réponse. Et avec quel état d'esprit.
c'est épuisant de s'entendre dire quoi faire, comme je suis d'ailleurs là en train de le faire. Surtout qu'il existe aujourd'hui énormément de courants, de dogmes qui sont d'ailleurs antinomiques et qui nous font perdre le nord. On n'arrive plus à savoir quoi manger. Et plus on s'y intéresse, plus on est perdu. C'est ça qui est absolument dingue. Et ce fameux je ne sais plus quoi manger, eh bien moi, j'entends tout le temps en séance. Et c'est normal. Honnêtement, je vous comprends tellement. Cette confusion, elle n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un contexte où l'alimentation est devenue un réel centre d'intérêt. C'est un enjeu de performance, c'est un enjeu d'optimisation, c'est un outil de contrôle de soi aussi. Et parfois même, c'est un symbole de valeur morale. Comme si bien manger faisait de nous quelqu'un de bon et mal manger faisait de nous quelqu'un de défaillant. D'ailleurs, j'aime bien faire cette analogie, peut-être un peu douteuse, mais j'ai la sensation qu'on s'oppose autour des dogmes alimentaires auxquels on croit, comme on s'échauffait il y a, je sais pas, 40 ans autour des sujets politiques et sociaux. Autour de la table, à un repas de famille, on va parler de ses convictions alimentaires, de ce qu'on choisit de mettre dans son assiette ou pas, et ce que ça dit de notre positionnement dans notre société. Et le ton et l'incompréhension, il peut vite monter parce que chacun va camper sur ses positions. Alors, que faire dans cette cacophonie alimentaire? Eh bien, se rappeler que personne n'a la vérité absolue. D'ailleurs, c'est valable pour tout. La science, elle a une position qui est vouée à évoluer. C'est le propre de la science, la remise en question. Mon grand conseil, que vous n'avez pas sollicité, c'est revenez au bon sens. Le bon sens. Et interrogez-vous. Quand vous entendez parler de telle ou telle façon de manger, sur quoi ces affirmations se reposent? Est-ce qu'on n'essaie pas de vous vendre un concept onéreux? Est-ce qu'il y a une promesse derrière? Convoquez votre critique intérieure qu'on a un peu oubliée ces dernières années, particulièrement avec l'avènement des réseaux sociaux. Et écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui respecte vos besoins, vos modes de vie, vos valeurs? Ce sont ces questions, somme toute assez basiques, qui vont vous permettre de vous forger une opinion et de vous y retrouver dans cette cacophonie alimentaire actuelle. Question 9. Comment bien choisir un ou une thérapeute quand on veut travailler son rapport à la nourriture? Question extrêmement pertinente et je suis contente que cette question ait été posée parce que c'est une question essentielle et complexe. Parce qu'aujourd'hui, on peut vite se perdre dans la jungle des intitulés, des promesses, des tarifs. C'est normal. La première chose à dire, c'est que le titre du thérapeute n'est pas un gage unique de qualité, surtout sur des sujets comme l'alimentation émotionnelle. Il y a beaucoup de professionnels qui sont formés à d'autres approches. Je pense aux coachs, aux psychologues, aux thérapies cognitives et comportementales, aux approches intégratives, les naturopathes, diététiciens, nutritionnistes, il y en a plein. Bref, toutes ces professions qui peuvent proposer un accompagnement extrêmement pertinent à condition qu'ils soient formés sérieusement à la relation entre émotion et alimentation. Et cette spécialisation, elle n'est pas réservée aux psychologues, loin de là. Dans ma formation, je le répète souvent, ce métier demande plus qu'un savoir-faire qui est somme toute essentiel, il demande aussi du savoir-être, une posture éthique, une vraie capacité à tenir l'espace de l'autre, à le tenir sans jugement, sans projection, sans pression du résultat. Et puis il y a aussi une question de tarif. Alors cette question me la pose souvent, pourquoi certains thérapeutes sont à 40 € la séance et puis d'autres vont être à 90 €. C'est pas une question de valeur, mais c'est une question de positionnement du thérapeute, de formation continue, de supervision, de temps hors séance consacré au métier. Un tarif très bas peut parfois cacher un manque d'expérience, un manque de cadre ou une précarité invisible qui va forcément impacter la qualité de la présence thérapeutique. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui tombe réellement dans la poche du thérapeute, pas beaucoup, mais gardez en tête que si vous voulez un suivi de qualité, c'est des séances qui sont au moins à 70 € de l'heure, sinon c'est pas tenable pour le professionnel. Et oui, c'est cher, je sais que vous vous dites peut-être mais 70 €, mais c'est excessif pour une heure, mais
pour le professionnel, c'est le strict minimum. Et c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et peut-être que là, tout de suite, vous avez des réflexions que je rejoins. L'accès à la santé mentale est injuste. Alors, en plus de ce tarif, mon invitation pour choisir un professionnel serait de se poser des questions. Quelles sont ses formations, son parcours, ses spécialisations? Est-ce qu'il vous a été recommandé par quelqu'un que vous connaissez? Est-ce qu'ils vont un résultat miracle acidulé à la sauce marketing pour vous faire ressentir le manque afin de mieux vous vendre leur offre? Offre qui pratique avec notamment des techniques qui s'appellent des techniques de closing. En gros, c'est un commercial qui vous appelle pour vous convaincre de signer un pack d'accompagnement. Si vous voyez tout ça, red flag, drapeau rouge, vous fuyez. Demandez-vous si vous vous sentez écouté avec ce thérapeute. Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous vous sentez non jugé? Et si la personne qui vous accompagne vous laisse de l'espace ou est-ce qu'elle vous dirige? Est-ce qu'elle vous laisse la place d'être complexe, ambivalente, humaine? Et ces questions, elles sont primordiales parce que ce qui compte, ce sont les compétences du thérapeute, bien évidemment, et la relation de collaboration et de confiance que vous allez installer avec lui. Et là, vous avez toutes les cartes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur le répondeur de l'alimentation émotionnelle. J'espère que cet épisode un petit peu plus différent, plus dynamique, vous a plu. Je recommencerai l'aventure, je vais la retenter, alors je compte sur vous, je compte sur vos questions. Envoyez-les moi, soit via les réseaux sociaux, soit par un email, trouvez le moyen qui est le plus adéquat pour vous, pour partager de façon personnelle ou anonyme votre question sur le répondeur de l'alimentation émotionnelle. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode et puis je vous dis à très vite. Et ne partez pas tout de suite. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.